Le clairon. Et c'est une information qui a été révélée par le journaliste Georges Malbruno, vous savez, spécialiste du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien, qui a été lui-même otage d'ailleurs, et qui révèle dans le Figaro hier ce geste inédit, comme je le disais, dans l'histoire de la diplomatie française et dans le monde arabe. Selon ces révélations, donc, plusieurs ambassadeurs de France au Moyen-Orient et dans certains pays du Maghreb, une dizaine environ, je cite toujours l'article du Figaro, ont collectivement rédigé et signé une note qui regrette le virage pro-israélien, je cite, pris par Emmanuel Macron dans la guerre entre l'État hébreu et le Hamas. Et toujours d'après l'article, le diagnostic qui a été dressé dans cette note est d'ailleurs largement partagé par les diplomates qui, depuis Paris, couvrent également le monde arabe. Euh, alors, évidemment, depuis, le Figaro a contacté l'Élysée. L'Élysée relativise en disant non, mais tout ça, vous savez, ça arrive, ça fait partie des échanges de correspondance diplomatique, etc. etc. Mais reste que, d'après les connaisseurs, on réalise que c'est quand même absolument inédit. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux ici d'accueillir Jean Doniassi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes donc ancien ambassadeur au Sénégal, au Brésil, puis en Russie. Vous êtes désormais également consultant, enseignant, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Euh, et donc, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui, puisque justement, on a cette information révélée par le Figaro. Et on a besoin avec vous de comprendre si c'est vraiment si important que ça, une note, et ce que ça signifie. Est-ce que vous aviez eu, vous, connaissance de cette note déjà auparavant, avant cette révélation du Figaro? Et selon vous, comment vous l'interprétez? Alors, à vrai dire, ce qui est vraiment nouveau, c'est que la note est fuitée. Hmm. Parce que traditionnellement au Quai d'Orsay, il y a des échanges entre l'administration centrale et les ambassadeurs. Et la ligne qui a été fixée il y a déjà plus de 20 ans, c'est que tant que la décision n'est pas prise par le ministre, par l'Élysée en fait, eh bien on a le droit de critiquer, de présenter des idées, etc., etc. Donc il y a pu y avoir dans le passé des notes assez critiques, critiquant telle option, etc., proposant d'autres, etc. Bon, ça existe, même si cette tradition, malheureusement, s'est un peu émoussée, si je puis dire. Mhm. Donc, en revanche, ces papiers ne sont jamais publiés. Oui. Donc là, c'est le travail d'un journaliste qui a obtenu un texte. Je pense qu'il l'a eu. Moi, je ne l'ai pas personnellement. Euh, et je n'ai pas cherché d'ailleurs à l'obtenir, puis ça fait partie du travail du Quai d'Orsay. Oui. Alors, le deuxième point quand même, c'est que là, il y a plusieurs ambassadeurs qui se mettent, si je puis dire, ensemble pour rédiger une note dont la tonalité est plutôt critique. Ça, c'est nouveau, le fait qu'il y en ait plusieurs. À ma connaissance, c'est arrivé, mais sur des questions tout à fait administratives, du style remboursement ou ressources humaines. Mais en matière politique, là, c'est un peu nouveau, c'est même exceptionnel. Mhm. Donc ça, c'est le troisième point que je soulignerais, c'est que il est de fait que depuis une dizaine d'années, en fait depuis l'arrivée de Netanyahou au pouvoir, on va Oui. dire, c'est-à-dire c'est 2006, enfin, ça fait longtemps déjà, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir, il y a eu une sorte euh, d'accommodement de la communauté internationale, mais tous, hein, les Arabes, les Russes, les Chinois, les Américains et les Français. Alors je ne parle pas de l'Europe parce que enfin l'Europe se met en général d'accord sur des positions à minima, mais sur en fait un phénomène qui a beaucoup choqué les opinions arabes notamment, qui est d'une part la colonisation rampante en Cisjordanie, Oui. d'autre part le siège ou le blocus de Gaza, et troisièmement, ce qui satisfaisait tout le monde aussi, des tentatives avec plus ou moins de succès, mais dans l'ensemble plutôt du succès, de normaliser les relations entre Israël et Oui. les pays arabes. Oui. Et là, tout le monde y trouvait son compte. Mhm. Et c'est là
dans cette espèce de consensus mou que ben, la position française a perdu un peu sa spécificité. Mmh. Et au moment de la crise, au moment de l'invasion et des atrocités commises par le Hamas en Israël le 7 octobre, Oui. cet alignement est apparu évident, en tout cas dans un premier temps. Oui. Oui, parce que vous parlez de spécificité française et ça fait partie justement du contenu de cette note révélée. Moi, je ne fais évidemment que citer les révélations du Figaro, donc nous nous appuyons sur cet écrit et qui dit visiblement que ces ambassadeurs expliquent que ici Emmanuel Macron est en rupture avec je les cite, notre position traditionnellement équilibrée entre Israéliens et Palestiniens. Voilà donc un constat qui a été dressé par ces ambassadeurs et comme vous le disiez, qui faisait un peu la spécificité française. Est-ce que, je ne sais pas si vous souhaitez répondre d'ailleurs sur le fond finalement plus que sur le geste inédit, ce qui est évidemment très important également. Et on va Mmh. revenir d'ailleurs à la raison pour laquelle cette fois-ci ça a pu fuiter. Peut-être qu'il y a une raison derrière, une volonté même de faire changer les choses. Mais c'est vrai que si on revient sur les dernières prise de position d'Emmanuel Macron. Au départ, on a entendu un soutien inconditionnel à Israël. Ensuite, cette proposition qui, visiblement, encore une fois, d'après cet article, a été très mal vue, de coalition anti-Daesh étendue au Hamas. Puis ce revirement en disant, de facto, eh bien, des civils sont bombardés en Palestine et il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela, et donc ils exhortaient Israël à arrêter. Puis de nouveau, après un échange avec Benjamin Netanyahou, Emmanuel Macron dimanche, qui de nouveau dit « Je soutiens sans équivoque l'État d'Israël et son droit à l'autodéfense ». Donc on a du mal à comprendre d'abord sa ligne, et ensuite, en tout cas au départ, une ligne qui était très en soutien direct à Israël et beaucoup moins mesurée par rapport à la Palestine. Et c'est vrai que ça change de notre position traditionnelle. Est-ce que là-dessus, vous considérez qu'il y a peut-être eu une erreur au moins de communication de l'Élysée? Alors, oui, je pense que s'il y a eu une erreur, c'est dans la forme plus que dans le fond. Heu la séquence des événements, oblige oblige à réagir, à chaque fois. Donc la première étape de solidarité avec Israël après les atrocités du 7 octobre, paraissait assez évidente. Mmh. En revanche, le président n'était pas forcé de limiter dans un premier temps sa réaction à une déclaration commune, américano, Mmh. britannico, germano-italienne. Parce que dans cette déclaration, il n'y avait aucun, on parlait simplement des aspirations légitimes des Palestiniens. Il n'y avait pas de solution politique, il n'y avait pas de solution à deux États. C'était uniquement une déclaration de solidarité avec Israël. Donc ça, bon, ça c'est une solidarité occidentale que peut-être on n'aurait pas manifestée de la même façon dans le temps. En tout cas, on aurait souligné la nécessité peut-être d'une déclaration, en fait, d'une solution politique. Alors ensuite, le tir a été corrigé Oui. parce qu'après, il a parlé d'une solution à deux États. Il y a une des Mmh. déclarations nationales françaises. Il a pas parlé d'une déclaration d'une solution à deux États. Et il a fait la tournée dans l'ensemble. Lui, il a été reçu. Alors c'est peut-être un concours de circonstances, mais il a été reçu dans les pays arabes alors que Biden ne l'a pas été. Donc il a fait le travail, si je puis dire. Hein. Et puis alors après, c'est quand les bombardements commencent à prendre l'ampleur qu'on connaît, à ce moment-là, il a demandé le cessez-le-feu, ce qui lui a été reproché par les Israéliens. Oui. Donc en fait, il y a une séquence d'événements et c'est plutôt la façon de réagir à chaque fois sans mettre en perspective qui est critiquable. Parce que, mais était-ce possible? Parce que les bombardements n'ont pris une ampleur terrifiante qu'après. Au début, on était vraiment sous le choc des Bien sûr. 1200 morts et des abominations. Donc, je ne pense pas que, disons, il y ait une critique de fond à apporter au comportement. C'est plutôt une critique de forme, mais c'est assez difficile parce que ce sont disons, ce sont des événements qui touchent au plus profond de la société française et en fait, on navigue au plus près. Disons que il manque peut-être j'allais dire une conviction générale et Mmh. on a été un peu endormi par, on se disait, ben, finalement, ça marche.
ça marche. Ils colonisent tout doucement la Cisjordanie, personne ne réagit. Il fait le siège et il bloque Gaza, et puis il normalise avec les États arabes, ce qui est l'essentiel puisque ça Oui. diminue les risques de guerre. Donc finalement, on s'était un peu endormi. Voilà ce qu'il faut dire. Alors, donc on s'est un petit peu endormi. On a peut-être été également, d'après ce que j'entends dans votre discours, été porté par euh, une politique américaine sur laquelle on a peut-être été un petit peu suiviste. C'est ce que vous dites finalement, quand on a eu cette solidarité générale envers Israël, on aurait pu nous démarquer, et tout en évidemment en portant notre soutien à Israël, mais nous démarquant en ayant une ligne à nous, comme par exemple le général de Gaulle a pu la revendiquer depuis longtemps. Et autre chose intéressante également, c'est le fait que justement, vous dites, ce qui est inédit, c'est que cette note ait été rendue publique finalement, qu'elle ait pu arriver dans les mains d'un journaliste, aussi bon soit-il, hein, parce que Georges Malbruno est très renseigné. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a peut-être une volonté justement de mettre une forme de coup de pression, je ne sais pas, hein, au Quai d'Orsay ou même à l'Élysée. Et d'ailleurs, selon l'article du Figaro, toujours que je cite depuis le début, un autre diplomate en poste au Quai d'Orsay, proche des contestataires, explique qu'ils ont pris leurs responsabilités, ils sont solidaires, je le cite, et dans leur esprit, il s'agit d'une première étape, seulement une première étape. Comment vous l'interprétez ça? Alors, honnêtement, ça me paraît bizarre. D'ailleurs, la fin de la note, toujours d'après l'article du Mmh, Figaro, dit mmh. que finalement l'appel à un cessez-le-feu marque bien un rééquilibrage de Oui, la position oui, française. oui. Euh, mais en fait, encore une fois, c'est pas un rééquilibrage. Les bombardements ont pris l'ampleur sur le tard, et donc on a réagi à ces bombardements sur le tard. Donc, je ne vois pas quelle pourrait être une première étape dans le cadre du travail diplomatique habituel. Remettre une note qui fuite, ça c'est malheureux, avec des orientations, des critiques éventuelles et des options pour le futur au gouvernement, ça c'est dans le travail des diplomates. Le fait qu'il s'y soit mis à plusieurs est un peu exceptionnel, hein, à ma connaissance, Mmh, de mmh. rares cas. Mais la prochaine étape, je ne vois pas. Parce que la prochaine étape, ce sont les décisions du gouvernement que le gouvernement prendra, la présidence de la République prendra ou ne prendra pas. Oui. Hein. Donc la prochaine étape, c'est peut-être une publication, mais auquel cas, la question de la loyauté des fonctionnaires sera posée. Et oui, mais c'est pour ça que je vous pose cette question, parce qu'en effet, de parler de première étape, moi je trouve qu'il y a presque une forme de pression qui est mise là, comme celle peut-être d'avoir, Allô, oui, d'avoir allô, volontairement. Oui, on vous entend. Vous nous avez perdu allô, peut-être. allô, Monsieur l'ambassadeur, Jean-Doc Clignasty, est-ce que vous nous entendez? allô, Alors, on vous a perdu visiblement. Nous étions en direct avec allô. vous, nous vous entendons, mais j'ai l'impression qu'on vous a perdu ici. Jean de Guignassi, bah, écoutez, on va rester sur ces mots-là. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur au Sénégal, au Brésil, puis en Russie, et puis consultant, enseignant et directeur de recherche à l'Institut de relations internationales Allô, et stratégiques. on a Euh, été coupé. Oui. ah voilà, on vous a récupéré. Très bien, oui, moi je vous entendais. Mm. On a eu un problème de son en effet. Non, je voulais vous demander pour finir et pour conclure, euh, si ce ne serait pas, est-ce que vous ne pouvez pas, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une forme de pression qui soit liée également peut-être aussi à une volonté de réforme, notamment du corps diplomatique, la suppression du corps diplomatique tel qu'il est ici dans le cadre de la réforme de la fonction publique. Est-ce que c'est une façon aussi de peser euh, euh, contre justement des choses qui concernent les ambassadeurs et surtout les diplomates sur place? Est-ce que c'est une façon de mettre une pression qui n'a pas forcément un lien direct avec ce conflit israélo-palestinien? Alors, disons que c'est dans ce contexte, bien entendu. La suppression du corps diplomatique est mal vécue par les agents du département, comme on dit, Mm, du Quai d'Orsay, c'est mm, très clair. mm, Mais je crois quand même que la note est vraiment ciblée sur la question du Moyen-Orient, du Proche-Orient, du conflit israélo-palestinien. C'est ça sa logique. Mais mm. c'est un contexte général où les diplomates ont l'impression que effectivement le travail diplomatique est en train de changer de nature, Mm. qu'il y a peut-être une dégradation de leurs conditions, etc. C'est pas exclu du tout que ça soit dans ce contexte, parce que on sait que la fin du corps diplomatique a été assez mal acceptée au Quai d'Orsay. Et ça, Mais vous le la comprenez, note vous? elle-même,
sur ce point-là, sur le fait que la fin du corps diplomatique soit mal acceptée? Écoutez, tout ce que je peux dire, c'est qu'on sera probablement le seul pays au monde à ne pas avoir de corps diplomatique. Mais, il y a aussi autre chose, c'est que, il y a une spécialisation qui est réelle. Il faut connaître les langues, il faut Mmh, connaître donc dans le cas de la de la réforme de fonction l'ENA, la publique, oui. suppression de l'ENA, par exemple, Mmh, le fait de pouvoir, avoir des fonctionnaires interchangeables qui fassent un métier, c'est très traditionnellement, à l'ENA, il y avait, un corps enfin une sortie dans le corps diplomatique en fonction d'une option. Il fallait parler 2 langues, il fallait, avoir des options sur, les pays, concernés. Donc il y avait un début de spécialisation au départ et puis d'autre part, il y a le deuxième concours, d'Orient, oui. qui est un concours qui mènent aux mêmes carrières et aux mêmes postes, hein. Quand vous regardez, il y a autant d'ambassadeurs de France, sortis de l'ENA que sortis du concours d'Orient. Et là, c'est vraiment une spécialisation. Donc, il y a une vraie spécificité du corps diplomatique. Si on l'appelle pas corps diplomatique, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mmh, Mais en tout cas, cette spécificité, il faut la à préserver. préserver. Sans ça, on n'aura pas d'instrument diplomatique. Et oui, c'est peut-être aussi dans ce cadre-là donc que tout ça s'inscrit. Merci beaucoup en tout cas Jean de Clignasti, monsieur l'ambassadeur, ancien ambassadeur au Sénégal, Brésil et Russie, consultant et désormais directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Merci beaucoup pour votre éclairage.